Bonsoir Vanessa Lalo. Bonsoir. Alors vous êtes psychologue, je le disais, spécialiste des jeux vidéo et des médias numériques. Vous allez tout nous dire sur ce jeu Pokémon Go qui s'est répandu depuis le début de l'été comme une traînée de poudre à travers le monde. Vous allez nous préciser les atouts, les avantages de ce jeu, mais aussi éventuellement ses dangers ou ses dérives. D'abord pour ceux dont je suis, qui n'ont jamais joué à Pokémon Go, en 2 mots, Pokémon Go c'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors c'est un jeu vidéo en réalité augmentée. On doit collectionner finalement des petites bestioles virtuelles, des Pokémon, et essayer de les faire augmenter en allant se battre dans des arènes virtuelles, bien entendu, se promener finalement pour faire éclore ses œufs. Bref, c'est un jeu de collection, c'est une chasse au trésor. Quand on dit la réalité augmentée, ça veut dire que le numérique se mélange au vrai décor, au décor réel en fait. C'est ça, moi j'appelle ça un peu de la réalité hybride, puisqu'on se balade avec son téléphone sur un support réel, à savoir Google Maps en fait, et puis on va à la recherche de Pokémon virtuels que l'on va attraper virtuellement dans son téléphone. Et alors on y joue seul ou à plusieurs? Alors on y joue seul sur son téléphone, mais on est plutôt invité à jouer ensemble, en famille, à se retrouver tous ensemble, puisqu'il y a des leurres collaboratifs qui permettent de faire venir les Pokémon précieux à des endroits donnés. Donc tout le monde se retrouve aux mêmes endroits, et puis les gens s'organisent des pique-niques, etc. Et le but, c'est d'en attraper le plus possible? Oui, le but, c'est d'en attraper 151, pardon. Ouais. Alors, il y a un vrai engouement planétaire, je le disais, pour ce jeu, un jeu qui n'est pas sans danger, on va en reparler avec vous, et parfois aussi, il y a certaines dérives, on va voir ce reportage, des images commentées par nos confrères de la RTBF. Ils ont envahi les rues et les parcs, on les voit partout, les yeux rivés sur leur smartphone. Ce sont des chasseurs de Pokémon Go. Un jeu où le monde réel et le monde virtuel se télescopent, au sens propre comme au sens figuré. Andrew est l'un des premiers joueurs de ce jeu en Belgique, et s'il est plutôt prudent dans le genre, il a déjà vu plusieurs joueurs flirter avec l'accident. Quand on lance l'application, déjà, en fait, dès le début, ils nous préviennent de faire attention donc à notre entourage. J'ai déjà vu 2-3 personnes qui, en marchant, faisaient pas attention à leur entourage et du coup ont déjà traversé au feu rouge, ont failli se faire prendre des voitures ou bien rentrer dans d'autres personnes. Complètement absorbés par le jeu, les chasseurs en oublient leur environnement, comme cela est déjà arrivé à cette joueuse, tout en roulant à vélo. Oui, j'étais à la vélo et il y était un autre cycliste qui m'a dit « Faites attention ». Et vous ne l'avez pas vu? Non. L'Institut belge pour la sécurité routière observe le phénomène du jeu avec beaucoup d'attention, car de nombreux témoignages en Belgique comme à l'étranger font part de comportements relativement dangereux dans le chef de certains joueurs. Le plus grand danger, ce sont les piétons qui se précipitent de l'autre côté de la chaussée parce qu'ils ont vu un Pokémon rare, par exemple. Évidemment, ils ne feront pas attention aux voitures qui approchent. De même, les piétons qui zigzaguent sans cesse sur le trottoir, c'est non seulement dangereux, le moindre pas de côté et vous êtes sur la bande bus avec tous les dangers que ça entraîne, mais c'est également irritant pour les autres piétons. Aux Pays-Bas, on a déjà retrouvé des joueurs, la police est allée rechercher des joueurs sur les voies ferrées. C'est évidemment très dangereux. Aux États-Unis, le conducteur était en train de jouer lorsqu'il a embouti un arbre. Donc tout ça, ça montre vraiment que ce jeu, évidemment, on peut y jouer, mais il faut raison garder et bien se rendre compte que le monde réel continue, lui, d'exister. Certains joueurs restent prudents et respectueux, d'autres, malheureusement, ne se privent pas de jouer dans des endroits sensibles, comme à Auschwitz. L'ancien camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau n'est pas seulement un musée aujourd'hui, c'est avant tout un lieu de méditation. Il est inconcevable que cet endroit soit dédié pour jouer ou pour s'amuser. Ce qui est certain, c'est que le jeu fait de plus en plus parler de lui, ici comme ailleurs dans le monde. S'il a aussi de bons côtés, certains joueurs ne doivent pas oublier que ce jeu virtuel les plonge dans un monde réel qui continue d'exister avec tous ses dangers. Alors Vanessa Lalo, on l'a vu dans ce reportage, il y a des joueurs qui prennent vraiment des risques, mais le fabricant a prévu une sorte de filet de sécurité, enfin il met en garde aujourd'hui des dangers qui existent? Alors en fait, dès qu'on roule à plus de 20 ou 30 km/h, le jeu nous alerte et nous demande si on est bien passager, pour éviter justement qu'on soit... volant, évidemment. Ouais. Voilà, pour éviter qu'on soit en train de conduire. Non mais dès qu'on va trop vite, c'est-à-dire qu'on peut aussi jouer en bus, on peut jouer aussi en vélo, comme on l'a vu dans le reportage, mais dès qu'on va trop vite, le jeu nous prévient, somme toute, pour vérifier quand même qu'on a un petit peu conscience en fait de ce qu'on est en train de faire. Mais même les piétons aussi, je crois que c'est vous qui citez, vous parlez de joueurs zombies en fait, qui sont complètement rivés à leur
portable, quoi. Alors les joueurs paraissent zombifiés, effectivement, ils marchent comme ça, le nez sur leur téléphone, mais finalement on est quand même invité à lever les yeux régulièrement avec les Pokéstop, donc bon, Alors on justement, alterne. Encore quelques précisions pour bien comprendre ce jeu. Oui. Parce que j'ai vu que le jeu était fondé sur, vous venez de citer ce mot de Pokéstop. C'est quoi un Pokéstop? Alors ce sont des endroits, des lieux en fait, où on va récupérer des objets dont on a besoin dans le jeu, donc des Pokéballs pour attraper les Pokémon, des potions pour réanimer les Pokémon morts dans les arènes, etc. Et quand vous dites des lieux, ce sont des lieux réels. Oui, ce sont les centres d'intérêt public. Alors ça peut être des monuments, des œuvres, des sculptures. Il y a beaucoup en fait de Pokéstop dans les jardins, dans les lieux publics, puis beaucoup de street art aussi. Ouais. Et alors ces lieux, ça peut aussi être des lieux commerciaux. D'ailleurs, ça c'est un aspect important, c'est que en fait ce jeu pour l'instant est gratuit, mais il pourrait se financer comme ça, c'est-à-dire qu'il pourrait renvoyer les joueurs vers des lieux, vers des Pokéstop qui feraient de la pub. Alors comme on dit, quand un service est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc le jeu est effectivement gratuit, mais nous invite à dépenser de l'argent dans le jeu pour avoir des objets supplémentaires. Et bien sûr, il y a des marchés parallèles. Donc tout ça, c'est financé. Tous les serveurs qui tournent en permanence, c'est énormément d'argent à dépenser. Donc c'est financé par les partenariats avec McDonald's, etc. Voilà, j'allais parler de grandes chaînes de fast-food, mais vous avez cité le nom, qui incite les joueurs à venir en fait à l'intérieur de leur restaurant, quoi. Ça incite à la consommation, oui. Donc c'est là que ça pose question. Alors, vous dites qu'en fait, ce jeu, Pokémon Go, en tant que psychologue, il a beaucoup d'aspects positifs. Oui. Alors, par exemple, pour les enfants, ça apprend à lire, à compter. Il y a beaucoup de jeux de mots dans les Pokémon, donc ça invite aussi les enfants à découvrir les lettres et leurs agencements. Ouais. On est obligé de compter dans Pokémon pour savoir combien d'objets on a dans notre sac à dos, combien de Pokémon on a, combien de Pokémon il faut encore attraper pour pouvoir faire des évolutions. Donc, on fait un peu de calcul, un peu de maths, quoi. Voilà, on fait tout un tas d'apprentissages différents, en fait, qui sont assez intéressants pour des jeunes enfants. Par exemple, on voit beaucoup de parents qui se baladent avec leurs enfants en famille et qui finalement vont regarder les différents lieux à travers les Pokéstop, pouvoir s'intéresser un petit peu au patrimoine culturel qui nous entoure, tout en leur apprenant à compter et à lire. Donc c'est des objets de médiation en fait. Donc c'est aussi un jeu très convivial parce que ça peut être l'occasion pour les familles justement de se retrouver. Oui, tout à fait. Moi j'ai vu beaucoup de familles se promener comme ça, faire des Pokémonades comme je les appelle en famille. Alors les Pokémonades, c'est des promenades Pokémon. Voilà, la promenade Pokémon, ouais. Alors, il y a aussi... comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène, cet engouement planétaire aussi rapide? Alors, ça fait 20 ans que Pokémon existe, donc c'est pas un phénomène si rapide que ça. Le jeu se base sur le jeu qui existe depuis 20 ans, tous les dessins animés et produits dérivés. Enfin, Pokémon était un petit peu passé de mode quand même, donc là c'est... Oui, mais justement, les jeunes parents aujourd'hui ont joué à Pokémon plus jeunes. Même mes grands-parents connaissent Pikachu, c'est dire. Donc, ça fait vraiment partie de la culture générale, Pokémon. Donc, il suffisait finalement d'avoir des petites bestioles virtuelles qui font de mal à personne sur un objet, à savoir le téléphone que tout le monde a dans sa poche pour faire une sorte de révolution planétaire. Ouais. Alors on a parlé des Pokéstop, mais il y a aussi les arènes. C'est quoi les arènes? Les arènes, c'est des lieux où on fait se battre les Pokémon, où on récupère des arènes. En fait, le but, c'est d'obtenir les arènes et de les garder. Sauf qu'en général, à Paris, on ne les garde pas. Vous avez joué déjà au Pokémon? Oui, j'ai joué à Pokémon, bien sûr. Et ces arènes, ce sont des lieux, à nouveau, ce sont des lieux virtuels ou ce sont des lieux réels? Ce sont des lieux virtuels. Virtuels? Tout simplement. On ne peut pas savoir qu'il y a une arène quelque part si on ne regarde pas dans son téléphone. Et alors, il y a des battles, on peut dire, des combats entre les joueurs? Alors, ce n'est pas des vrais combats. En fait, on pose juste un Pokémon sur l'arène et si le Pokémon est plus fort ou qu'il a des propriétés différentes de l'autre Pokémon, il va l'écraser et puis on va gagner l'arène, qui va tout de suite nous être reprise, surtout à Paris. J'ai lu qu'il y aura peut-être en 2017 un championnat du monde des dresseurs de Pokémon. Parce que, expliquez-nous aussi cette notion, on dresse son Pokémon, pourquoi faire? En fait, initialement, la narration du jeu nous dit qu'on est un dresseur de Pokémon et qu'on doit tous les attraper. Ouais. Voilà, donc il y aura certainement tout un tas de produits dérivés, d'actions dérivées pour récupérer les derniers Pokémon légendaires qui ne sont pas encore dans le jeu. Alors c'est pas un jeu qui est spécialement réservé aux enfants, c'est pour tout le monde. Ouais. Tout le monde peut jouer à Pokémon et c'est bien ça qui fait justement qu'il est aussi démocratisé. Alors, d'une manière générale, les jeux vidéo, ou les jeux numériques, sont souvent accusés de tous les maux. On leur dit on peut dire que c'est du temps perdu, que c'est un repli sur soi, que parfois ça incite à la violence. Vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez au contraire que ça a plus d'aspects positifs que négatifs? Alors, on ne parle pas d'addiction aux jeux vidéo. Le jeu vidéo ne rend pas violent. On inverse souvent les causes et les effets aujourd'hui dans nos analyses. Or, un comportement excessif finalement reflète uniquement ce qui est en train de se passer dans le joueur et quelqu'un qui aurait beaucoup de violence intérieure finalement va souvent
souvent avoir besoin de se défouler et il vaut mieux qu'on se défoule à travers un jeu qu'on se défoule dans la vie réelle. Donc les jeux, en fait, on les accuse de beaucoup de maux, mais c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup de recul aujourd'hui sur les nouvelles technologies, qu'on a peur de tout ce qui est nouveau. Et la Pokémon, en plus, c'est de la réalité augmentée. C'est une technologie que les gens ne connaissaient pas vraiment beaucoup. Donc ça va nous permettre finalement de nous approprier cette technologie pour faire de la prévention bien plus sensée et pertinente qu'aujourd'hui. Vous recevez déjà en consultation parfois des gens qui sont complètement addicts aux Pokémon, ça existe? Alors j'ai beaucoup de parents qui me consultent parce que leurs enfants seraient addicts. En général, ce sont des pathologies familiales, les parents en train de se séparer, la mère qui n'est pas d'accord avec les jeux vidéo, le père qui achète les jeux. C'est souvent des choses assez symptomatiques en fait qui ressortent de là et jamais de l'addiction par exemple. Alors, au-delà du Pokémon, qui est un jeu relativement pacifique, c'est pas un jeu guerrier, il y a quand même une évolution dans les jeux vidéo, si on élargit un peu le débat, qui est quand même des jeux très violents ou des films aussi, dont certains, vous avez parlé tout à l'heure, vous alliez parler d'un film qui va sortir, je crois, qui est particulièrement inquiétant. Oui. Ouais. Alors, on arrive à effectivement se poser beaucoup de questions sur où commence le jeu, où est la limite finalement et où sont nos limites tout court. Et là, la société est en pleine mutation, donc avec les technologies et l'illimité qu'on a dans nos poches, ça arrive à nous bouleverser énormément et à nous poser beaucoup de questions sur quels sont nos nouveaux repères. Et je pense qu'il faut juste mettre nos repères habituels, faire de la prévention sur ce qui se passe dans la rue numérique, mais aussi sur le numérique dans la rue. Et simplement penser dans notre société comment on peut aller vers des usages responsables. Mais ça, c'est une question aussi d'éducation, parce qu'on dit souvent que pour les jeux numériques, ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Oui, l'éducation est importante de savoir jusqu'où on peut aller, de quel jeu à quel jeu on peut jouer ou pas. Alors c'est comme avec un livre ou avec un film, hein. Les parents se posent toujours la question de quel type d'objet ils vont donner à leurs enfants. Le jeu vidéo, c'est pareil. Est-ce qu'on a envie d'avoir tel ou tel contenu à la maison? Si on ne souhaite pas tel ou tel jeu, on peut proposer autre chose à ses enfants. Aujourd'hui, on est beaucoup en train d'attaquer les jeux, mais sans proposer autre chose. Et c'est ça qui est dérangeant, parce qu'il existe tous les jeux vidéo. Il existe des jeux utiles, des serious games, des jeux pour apprendre, des jeux pour faire tout un tas de choses utiles, de la citoyenneté participative. Enfin, voilà, tout existe dans les jeux vidéo. Ouais. D'ailleurs, vous dites qu'on ne fera pas marche arrière. Hein, ces jeux comme Pokémon Go, il y en aura d'autres. Le numérique interactif, il fait partie, qu'on le veuille ou non, de notre vie aujourd'hui. C'est un phénomène de société sur lequel on ne reviendra pas. Oui, le jeu fait partie de notre quotidien, le numérique fait partie de notre quotidien. Donc autant apprendre à vivre avec de manière pertinente et responsable, surtout responsable. Merci Vanessa Lalo pour toutes ces précisions d'une psychologue donc sur le Pokémon Go. Merci beaucoup.